le référendum d'initiative citoyenne locale. Si vous ne connaissez pas ce référendum, eh bien, vous pouvez le partager. Si vous connaissez des listes citoyennes, c'est le moment de partager à ces listes cet outil qui permet donc d'avoir un référendum qui peut être exemplaire et qui pourrait être repris au niveau national après. Et si vous n'avez pas de liste qui se dise démocrate pour les prochaines municipales, eh bien, libre à vous d'en créer une. Raoul Maniberton, un des co-auteurs du document qui est l'objet de cet enregistrement, le RIC local. Raoul Maniberton, vous êtes politologue. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour les auditeurs de Radio Libre en Périgord? Oui, alors je suis professeur à l'université de sciences politiques. Aujourd'hui, je travaille à l'université catholique de Lille. Je travaille sur les systèmes démocratiques et j'ai récemment publié depuis, notamment, un peu avant, je dois dire, mais depuis le mouvement des Gilets jaunes, j'ai beaucoup publié sur le RIC, RIC constituant, des livres et ce guide, ainsi qu'un rapport international. Et j'ai conseillé aussi les élus locaux, nationaux là-dessus. J'ai écrit une loi qui est actuellement soumise à l'Assemblée pour instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne constituant au niveau national. Ah oui, je suis cofondateur d'un parti qui s'appelle Solution démocratique et qui promeut cette idée, la démocratie directe, et qui notamment elle la promeut à travers différentes actions, dont des pétitions qui sont actuellement sur le site de l'Assemblée nationale et qui ont déjà atteint le seuil pour être discutées en commission des lois. Ça a été ça a été discuté, mais pas encore validé par cette commission des lois. Le parti dont Ah, vous... bah, on sait pas si elle sera validée. On a déjà soumis euh, trois pétitions qui ont été classées et à chaque fois, la nouvelle pétition, on changeait des choses en fonction du débat parce que le débat est filmé. Je sais pas si vous le savez, donc Hmm. vous le trouverez sur le site de l'Assemblée, mais on l'a mis aussi sur YouTube. Vous trouvez sur YouTube comment les députés de la commission des lois parlent du référendum d'initiative citoyenne. C'est intéressant. Donc ils faisaient des objections et nous, à chaque fois, on a essayé de modifier le texte initial pour venir dans le sens des objections. Voilà, c'est la quatrième, donc actuellement soumise. On a demandé quelque chose de moins ambitieux, juste ce qui s'appelle le référendum obligatoire. Donc le parti dont vous parlez, c'est aussi celui Espoir RIC, donc avec Clara Heger qui s'était présentée, qui n'a pas eu les signatures de tous les maires, malheureusement. Donc le système est comme ça, mais c'est pour ça l'initiative du RIC constituant qui permettrait de mettre un peu plus de démocratie là-dedans. Revenons au RIC local. On peut le retrouver sur le site internet irtd.fr. Vous tapez irtd.fr RIC-local. Vous retrouverez ce document en version PDF. C'est un guide que vous avez écrit qui consiste en quoi? Est-ce que vous pouvez le résumer? Alors, oui, c'était un guide que j'ai écrit en 2016 avec, j'ai dirigé une sorte d'expertise pour la mise en place de ce qui s'appelait pas encore le référendum d'initiative citoyenne, ou du moins, c'était pas connu avec ce nom. Et donc, c'est ce que, à ce moment-là, j'étais à Sciences Po Grenoble et le nouvel élu de Grenoble à l'époque, qui venait de gagner, voulait faire beaucoup de réformes de type démocratique et notamment une réforme qui allait dans le sens de ce que eux, ils ont fini par appeler l'interpellation citoyenne, qui est quelque chose de similaire au RIC. Donc moi, j'ai été leur expert et donc au départ, je leur ai donné un rapport pour qu'il soit utilisé, sachant que c'est un rapport qui est assez chiant à lire. Hein, on le lit pas pour le plaisir, on le lit vraiment pour mettre en place concrètement ça. Pourquoi? Parce que au niveau local, c'est très contraignant la législation qu'il y a déjà. C'est-à-dire que normalement, les communes françaises n'ont pas le droit de décider comment elles vont décider. Elles n'ont pas le droit de dire à partir d'aujourd'hui, on va décider par initiative à référendum. Donc, il faut donc c'est le niveau central qui décide comment les communes décident, et donc il laisse assez peu d'espace pour faire quelque chose de très simple.
qui permettent aux citoyens de prendre des décisions directement. Du coup, il faut procéder par des éléments de complexité juridique pour réussir à le faire quand même malgré le fait que le RIC, dans son sens propre, est interdit en France. C'est-à-dire que quand on décompose, donc on a au niveau communal, les citoyens ont déjà un droit de pétition. Donc ça, c'est déjà bien. Ils peuvent remplir des pétitions. Ça veut dire que chaque citoyen d'une commune peut librement décider de faire lui-même une proposition de délibération, enfin décision locale. Il l'écrit bien et ensuite il cherche des soutiens et alors, ça devient RIC dès lors que quand il atteint un certain seuil, cela déclenche un référendum. Donc, par exemple, à Grenoble, le seuil était 2%. Donc, il a tout de suite atteint un seuil l'année d'après. Donc, le problème, c'est que au niveau local, il est interdit qu'une pétition puisse déclencher un référendum. Donc, il y a plusieurs formules de référendum mais qui sont très encadrées, dont une qui s'appelle le référendum local et qui est à l'initiative du maire, pas des citoyens. Pour autant, on peut utiliser une formule qui s'appelle le vœu, qui permet au maire de s'engager à déclencher un référendum toutes les fois qu'une pétition atteint 2%. Voilà le système. Donc, le système euh, qu'on a utilisé, qu'on a proposé et qu'ils ont mis en place pour l'essentiel avec ces trois grands piliers, c'est le droit de pétition, ensuite le vœu et ensuite le référendum local. Donc ça passe par le maire. En réalité, c'est donc un problème parce que le maire à tout moment peut changer d'avis. En fait, c'est un engagement politique, c'est pas un engagement juridique. Oui, sauf si le vœu l'oblige donc à utiliser cette pétition Alors transformée en référendum. c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vœu n'est pas lui-même pas contraignant. Alors quand on ne le respecte pas, on se tape la honte, ça c'est vrai, mais c'est pas légalement contraignant. Donc c'est ce qu'on a trouvé de plus contraignant possible, mais si on veut quelque chose de légalement contraignant, ça n'existe pas. Pas pour l'instant. Alors, comment ça Ouais. se passe à Grenoble, par exemple? Et puis, vous avez cité une autre ville avant qu'on enregistre, Poitiers aussi, qui utilise ce système. Oui, donc Grenoble, donc c'était l'occasion de l'écrire. J'étais sur place, j'ai été plusieurs fois au conseil municipal. Et c'est quelque chose qui fait un peu peur aux élus, et notamment aussi aux élus locaux, parce que cela signifie qu'ils donnent à 2% de l'électorat, ça peut être des citoyens, ça peut être aussi les partis d'opposition, ça fait aussi très peur, le droit, au même titre que la majorité, de faire des lois. Donc, c'est sûr que toutes les majorités sont un peu frileuses par rapport à ça, et Grenoble fait pas exception. Après, il y avait quand même un sous-groupe de la majorité qui était très enthousiaste, et donc il s'est créé à l'intérieur même de la majorité un rapport de force qui finalement a abouti donc à une formule qui était proche de celle du rapport, si ce n'est qu'il y avait un élément rédhibitoire, même deux, donc le premier, c'était que ce qui s'appelle un quorum, et ça c'est quelque chose qui est important, qui existe aussi dans le référendum local, qui est le fait que le résultat est valide seulement si 50% des électeurs ont voté. Donc dans un référendum local, ça arrive jamais. Si bien, juste pour comparer, un maire n'est jamais élu avec 50% lui-même. Mhm. Même un président n'est pas élu avec 50% des inscrits, n'est-ce pas? Parce qu'il y a Eh beaucoup oui. d'abstentions. Mm. Donc, en fait, c'est très ambitieux, 50%. Ça veut dire que, de fait, il n'est pas contraignant. Donc, Grenoble a voulu maintenir, malgré le fait que je déconseille fortement ça. Et donc, cela a fait que l'année d'après, il y a eu directement une pétition sur la réforme des parkings. Mais le résultat, bon, les opposants ont gagné le référendum, mais il n'a pas atteint le quorum, donc il a été annulé.
L'année d'après, il y a eu une autre pétition qui était sur les rétablir une bibliothèque qui avait été fermée et elle avait atteint largement le seuil. Et cette fois, le maire a décidé de ne pas déclencher, de changer son vœu, si vous voulez, de ne pas déclencher le référendum et aller discuter avec les pétitionnaires, ce qui fait qu'au demeurant, les gens qui avaient soutenu cette pétition se sont sentis trahis, enfin voilà. Hmm. Donc, à Grenoble, ça a été difficile jusqu'à ce que, d'ailleurs, ils avaient pris une autre décision aussi de faire voter les résidents non nationaux, et ça c'est aussi un problème parce que dans le code électoral national, cela peut être annulé. Et en effet, le préfet a saisi le juge administratif qui a annulé le dispositif. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu technique et ennuyeux, mais grosso modo, le maire n'a pas voulu suivre jusqu'au bout. Ouais. Et le préfet a été très agressif avec la ville de Grenoble. Il y a eu, après, ça a bien fait parler, par contre, ce dispositif. Donc, Grenoble est devenu assez connu pour avoir mis en place ça. Et du coup, elle a relancé un nouveau dispositif qui vient de mettre en place maintenant, qui est un peu plus difficile d'accès, mais qui est dans le même esprit. Quelques années après, c'est Poitiers qui a voulu faire pareil. Donc, il a mis en place récemment. Apparemment, là, il y a une pétition qui monte. Voilà. Et le mandat est presque fini. Donc, à mon avis, par contre, il n'y aura pas de votation. Il n'y a pas eu encore de votations qui ont été faites pour Poitiers, ça débute tout juste. Mais ça reste Ouais. quand même des grosses agglomérations, donc on voit que il faut que la confiance du maire soit présente. Il faut vraiment qu'on ait une preuve écrite, orale, vidéo, tout ce qu'on peut, pour qu'il ait non seulement les vœux, Ouais. mais en plus qu'il mette tout son poids pour faire en sorte que ces pétitions agissent en référendum, notamment donc sur Grenoble. Est-ce qu'il y a d'autres villes, petites villes ou des petites agglomérations qui ont pensé à faire ça? Alors, après, il y a des petites villes qui m'ont consulté, mais de ce point de vue, lorsque vous êtes une commune petite, vous n'avez pas besoin de tout ce mécanisme juridique, parce que c'est possible aussi d'organiser tout simplement de façon totalement informelle des référendums avec des urnes sur place et avec la petitesse. Alors évidemment, là aussi le préfet et les juges pourraient annuler, mais là pour le coup c'est pas très prometteur de faire ça parce que ça ferait la pub à ce mécanisme-là et à la commune qu'il a mis en place. Donc en général, il laisse faire les petites Hmm. communes. Donc j'aurais tendance à dire pour les petites communes de passer plutôt par un dispositif qui est en dehors du cadre légal et ça va marcher. Ce que les grosses communes ne peuvent pas faire. Et, et alors, si pour les prochaines municipales, si des listes citoyennes veulent lancer ça, alors comment ça fonctionne, quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? D'abord, faire une Ben, demande. alors, justement, ça dépend de la taille. Ce qu'ils doivent faire, c'est, disons, se préparer psychologiquement, disons. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui fait que au moment où on est élu, on crée nous-mêmes les conditions pour se faire contrôler par les citoyens et par l'opposition aussi. C'est-à-dire, l'opposition qu'on a battue aux élections pourrait quand même gagner quelques batailles via les pétitions et des votations. Donc, il faut être prêt à ça. Euh, alors, une fois que, alors c'est quelque chose que on peut en parler, mais on s'habitue assez vite parce que c'est mieux comme ça. Même c'est mieux du point de vue de l'opposition. Généralement, si c'est une nouvelle liste qui se lance, elle expérimentera très rapidement, si elle est élue, le fait que l'opposition, les oppositions, sont très virulents et très peu constructifs. Pourquoi? Parce que comme en France, au niveau local, tout le pouvoir est concentré sur la majorité et l'opposition n'a aucun pouvoir. Et ben quand on n'a aucun pouvoir, on devient un pas responsable en fait, on critique et c'est tout. Alors que lorsqu'on leur donne le pouvoir à l'opposition d'initier des décisions, ça devient à double tranchant. C'est-à-dire que, par exemple, la première expérience que j'ai eue à Grenoble, c'est que
il y avait l'opposition qui avait déjà 4 pétitions prêtes. Et au moment où le dispositif a été mis en place, et donc ces pétitions-là, ils avaient déjà les signatures, hein, ils pouvaient entrer dans le processus et faire voter, ben, l'opposition l'a retiré. Alors pourquoi il a retiré les pétitions? C'est étrange, vu qu'ils avaient atteint le seuil déjà. C'est parce que si elle l'avait gardé, on allait voter, et si elle perdait, elle pouvait plus utiliser ses arguments en fait. Hmm. Donc en fait, l'opposition elle-même devient plus constructive. C'est-à-dire que si elle fait une critique, il faut être prêt à aller la gagner, en fait, à aller gagner la votation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très agréable pour le parti en place, dont on se rend souvent pas compte. C'est d'avoir certes des oppositions qui gagnent, des fois des batailles, mais aussi de ne pas être harcelé sans arrêt par des oppositions pour 1000 critiques qui sortent de tous les côtés. Donc c'est un balancier à choisir. Du côté des citoyens, c'est sûr qu'il y a un intérêt aussi, parce que évidemment, c'est pas que les partis d'opposition, et c'est n'importe quel citoyen qui peut initier une pétition. Il y a quelque chose quand même à prendre en compte, c'est qu'au niveau des communes aujourd'hui, les budgets sont très très restreints et les compétences aussi sont très peu nombreuses. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'une votation, une référendum d'initiative citoyenne au niveau local peut porter que sur les compétences qu'a la commune, bien sûr. Donc, comme elles sont peu nombreuses, on peut décider des choses, mais on se rend assez vite compte, quand on est citoyen, à quel point nos communes peuvent décider peu de choses, ce qui est ce que les maires se rendent déjà compte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu décevant parce que contrairement au RIC au niveau national, au référendum d'initiative citoyenne qu'on peut mettre dans la Constitution et dans lequel il n'y aurait aucune limite, n'est-ce pas? On peut choisir les traités internationaux, les dépenses militaires, des choses extrêmement importantes. Et au niveau local, c'est pas le cas. Donc, on choisit des choses qui sont euh, assez limitées. Quelles sont les compétences des communes? Bon, je vais pas faire la liste, mais parce qu'elle est longue, mais elle est très détaillée, c'est-à-dire il y a déjà la question des compétences autour de tout ce qui est urbanisme, et les communes ont aussi ce qui s'appelle la clause de compétence générale, qui est intéressante parce que c'est la seule collectivité qui ont ça, qui consiste à dire, ben si il y a un problème et qu'il n'y a pas déjà une loi, une régulation qui dit comment il faut le résoudre, alors la commune a l'initiative de le faire. Donc potentiellement, cela donne plein d'idées, si ce n'est que le budget est très restreint. Et en fait, les communes ont perdu le contrôle du budget parce qu'ils ont perdu le contrôle de la taxation aussi. Avant, ils avaient, n'est-ce pas, taxe professionnelle, la taxe Habitation. d'habitation, et peu à peu, ils ont perdu tout ça. Donc aujourd'hui, les communes dépendent entièrement des budgets que leur donne l'État central et donc et les tâches qu'elles doivent dont elles doivent s'occuper, qu'il y a beaucoup de tâches qui sont parties à l'intercommunalité, par exemple, donc elles ont été réduites. Euh, bah, les tâches dont il faut s'occuper presque tendent à être juste ce qu'il faut pour pouvoir dépenser tout le budget. Vous voyez? Oui. Et les intercommunalités et les communautés d'agglomération peuvent-elles utiliser ce principe aussi? Oui, bien sûr, ça c'est possible. Alors, évidemment, il faudrait, c'est bien de commencer par la commune parce que euh, en fait, la commune est vraiment un lieu de vie que, que l'ensemble de nos concitoyens connaissent bien. Ils élisent leur conseil municipal et leur maire directement, ce qui n'est pas le cas de l'intercommunalité. Donc, l'intercommunalité reste assez obscure. C'est pour ça que quand il y a des dispositifs à ce niveau-là, comme aussi au niveau du département, ça marche beaucoup moins bien. Donc, il faudrait commencer par le niveau communal, et puis après, au fur et à mesure qu'on voit des, des défauts ou des compétences qui sont pas communales, l'élargir à des échelons supérieurs. C'est-à-dire, on va pas résoudre le problème parce que les décisions vraiment importantes, c'est l'État central qui les décide. Donc, vraiment, c'est plus à concevoir comme un apprentissage de la démocratie que une révolution qui viendra par le bas, malheureusement, parce que la France est un pays centralisé.
Mais c'est quand même quelque chose d'important, savoir qu'on peut voter, on peut réellement voter sur des choses. Donc ça viendra par le bas, alors des communes, ensuite interco, peut-être département aussi, et puis région, et enfin le national, du coup. Oui, bah, je pense que c'est deux chemins différents. Un qui commence par les communes. Moi, j'ai tendance à penser que les communes, c'est quand même un instrument très important parce que avec la clause de compétence générale, on peut faire beaucoup de choses et il suffit d'avoir plus d'argent pour pouvoir décider beaucoup de choses au niveau communal. Euh, et toute la question est comment avoir plus d'argent. Alors là, si vous voulez, j'ai aussi une suggestion parce que j'ai Oui, écrit allez-y. récemment d'ailleurs dans un bouquin aux presses universitaires de France qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Libérons nos communes, justement par rapport à ce problème-là, et qui donc on suggère aussi avec mon co-auteur Ismaël Besliman de parallèlement au RIC local d'essayer de avoir des mesures pour augmenter le budget au niveau communal, qui permettrait donc véritablement de rendre la commune quelque chose de très décisionnel. Oui, c'est intéressant, dites-nous en plus, du coup. Comment peut-on faire alors? Alors, comment peut-on faire? Voilà comment ça se passe. Euh, En fait, vous savez que en France, quand on fait un don, il est défiscalisé à 70%. Pardon, quand on fait un don à un parti politique, ok? Hmm. Donc, ça veut dire que, en gros, pour simplifier, lorsque vous donnez à un parti politique, que vous payez pas des impôts correspondants. Ouais. Ok. Donc l'idée c'est de dire il faut créer un parti. Cette fonction, par exemple, celui qu'on a créé a aussi cette fonction-là. Un parti qui est un parti des communes, c'est-à-dire que si une commune dit je vais lever des dons pour la commune, mettons entre le 1er décembre et le 15 décembre, et se met d'accord avec le parti va réserver tous les dons qu'il a reçus pendant cette période à la commune. C'est-à-dire que les gens de la commune font le don, le parti ensuite il fera le don à la commune qui a réservé le créneau, n'est-ce pas? Ce qui Hmm. veut dire que à part ce circuit, les personnes qui habitent la commune auront, au lieu de faire partir leurs impôts directement tous au niveau national, une partie de leurs impôts qui correspondent à leurs dons vont la garder sur leur commune et ça va permettre à la commune donc d'avoir un budget beaucoup plus important pour prendre des décisions. Oui, donc Ça vous plaît? c'est une sorte de financement participatif, budget participatif, mais défiscalisé, donc en bénéficiant de ce 66%. Mais alors, par contre, au niveau associatif, il faut que ce soit un parti, pas forcément une association peut pas Ah, avoir ça un peut être intérêt. une association, mais il faut que ce soit une association d'intérêt collectif et il faut qu'elle ait le label, parce qu'autrement ça marche pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres initiatives citoyennes démocratiques qui existent en France à partager? Alors, ben, bien sûr, disons que il y a plusieurs. Nous en ce moment, on contacte beaucoup de maires et on a aussi des personnes qui lancent leur propre liste démocratique au niveau local. Donc, il y a un portail là, municipal où il y a des gens qui discutent de ça. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce que je peux partager au niveau local? Il y en a beaucoup d'initiatives, à vrai dire, donc presque beaucoup trop. Des sortes de Euh, conventions citoyennes, par exemple, avec des gens tirés au sort. Je sais qu'à Rennes, il y a la fabrique citoyenne, vous connaissez? ah oui, bien sûr. Alors oui, là, ce qu'il faut voir, c'est que par contre, nous, on n'est pas du tout là-dessus, hein. C'est-à-dire que, parce qu'on croit tout simplement que si les assemblées citoyennes sont bien, mais si il y a des assemblées citoyennes sans qu'il y ait le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire le droit directement des gens d'écrire la loi et de la voter, sans ce droit-là, ben, les assemblées citoyennes servent à rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par les assemblées citoyennes. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que j'observe hein, à peu près partout, c'est-à-dire que les réformes qu'on dit au sens large de démocratie participative, dans les communes, ça fonctionne pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, nous on est sur un
un créneau très spécifique. Nous, on veut que les gens décident directement. On aime la démocratie directe. Et donc, tous les autres formes de démocratie sont plutôt dérivées. Il faut aller au concret, au point. Pour les modalités du référendum, c'est mieux donc par exemple d'avoir les votations de référendum qui soient synchrones avec d'autres élections, par exemple. Tout le monde se rend aux urnes et on bénéficie de ce même principe où le code électoral ne le permet pas. Alors, bravo. Donc, ce que vous avez proposé, ça serait idéal. Et en même temps, le code électoral ne le permet pas. Donc, vous avez tout bon. Donc, vous voyez que le code électoral, parfois, c'est vraiment embêtant parce que c'est très limitatif. Aujourd'hui, un référendum au niveau local ne peut pas être tenu aux alentours d'une élection, donc 6 mois avant, 6 mois après. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Les gens doivent à nouveau se déplacer pour voter. Voilà. C'est c'est Combien ça aberrant, coûte? mais c'est comme ça. Là, c'est à la commune de trouver des lieux pour chaque quartier de la Non, commune. alors les lieux, c'est les mêmes. Dans le référendum local, les lieux, c'est les mêmes que les élections générales. C'est plus simple. Donc, c'est les écoles, c'est les lieux où on vote d'habitude, mais c'est la commune qui doit se charger de financer ça. Donc, vous voyez, c'est... Elles ne disposent pas des urnes, donc c'est l'État qui leur fournit. Toutes ces urnes, Oui, il oui, faut qu'elles oui, les achètent en oui, plus. oui, voilà. Mais disons, toute l'infrastructure, c'est la commune qui paye. Et ça, au niveau Même du prix, pour ça faire. peut revenir à combien ça dépend du nombre À d'urnes. combien coûte, hein, Ouais. combien coûte un référendum? Ben, ça dépend beaucoup de la taille, évidemment. Mm. Mais ça peut coûter, dans une grande ville, peut coûter 50 000 euros. Donc pour une seule votation ou c'est un investissement? Non, alors par contre, on peut faire voter, on peut grouper les votations. Donc on peut faire qu'il y a 4 votations en même temps. Là, on en vient du coup à des modalités de mode de scrutin aussi, parce que dans les initiatives qui existent déjà depuis la Révolution française, des modes de scrutin étaient déjà discutés à l'époque et aujourd'hui, on est très faible, on n'est pas trop évolué là-dessus, on n'a pas changé vraiment le mode de scrutin. Ah ben ça c'est sûr. Bah maintenant, bah, en France, on a eu beaucoup de changements dans les modes de scrutin autour de l'histoire, mais française. Mais en gros, aujourd'hui, nous avons des modes de scrutin basés sur 2 tours, qui ont des défauts assez évidents et en particulier ont aussi des avantages, mais ont des gros défauts en particulier aujourd'hui, parce que ça fait que on peut avoir des majorités immenses avec très peu de voix. En fait. Donc effectivement, on parle aussi du mode de scrutin. Il y a des propositions, évidemment. Moi, j'ai tendance à dire là aussi que déjà le mode de scrutin, la première question qu'il faut se poser, c'est qui le décide, n'est-ce pas? Eh oui. Puisque le faire décider par les joueurs, c'est pas très propre. Voilà, il faudrait pas que ce soit ceux qui sont candidats qui décident des règles du jeu, n'est-ce pas? Donc il faudrait que Donc, ça soit le premier référendum qui décide du mode de scrutin, la première ah votation. ben ça, il y en a plein, hein. Dans les pays où il y a le RIC qui touche à la Constitution, les modes de scrutin ont été décidés directement par les gens, hein. Et quels sont ces modes de scrutin? Alors, ben, un qui est très populaire dans le monde parmi les gens, du moins qui a souvent été choisi, c'est le mode de scrutin qui est utilisé en Irlande, qui s'appelle le vote unique transférable et qui permet à chacun de mettre son préféré, son deuxième préféré, son troisième préféré, son quatrième préféré. Et après, à partir de là, il y a un calcul qui permet d'aboutir à un effet plutôt proportionnel, mais qui prend en compte aussi les deuxième et troisième préférences. Sinon, il y a les systèmes proportionnels dans la famille générale de ces systèmes, c'est les plus populaires, même s'il y a plusieurs variantes. En France, aujourd'hui, il y a un système qui est très à la mode, mais qui a quand même des défauts et dont on parle, mais qui n'est pas appliqué encore, qui s'appelle le jugement majoritaire. Et il y a d'autres systèmes.
qui sont très intéressants. Ça mériterait, vous voyez, quand on a un référendum, ça permet de discuter de tout ça, donc de voter. Oui, on parle aussi donc des duels de Condorcet ou vote de Borda. Ouais. Bon, il y a plein d'autres scrutins, Oui, mais alors Borda aussi, Borda, c'est moins utilisé aujourd'hui parce que c'est un système qui donne des poids très rigides. C'est-à-dire à la première référence que vous avez, mettons, vote compte 4 points, la deuxième 3, la troisième 2. Et donc, et c'est un problème parce que parfois, beaucoup d'entre nous, la première, on peut lui donner une valeur très haute, genre 10, et la deuxième, déjà, ça descend à 2, par exemple. Non, donc, ça prend pas en compte ça. Les vainqueurs de Condorcet, c'est sûr, le système de Condorcet est, par définition, on va dire le meilleur, si ce n'est que il peut aboutir à des majorités qui sont circulaires. Personne ne gagne. Il ne permet pas de trancher à chaque fois. Enfin, vous connaissez, vous avez l'air de connaître bien tout ça. pas autant que vous, je pense, en tant que politologue. Est-ce que on peut parler de ce qui se passe à l'international? Donc, au national, ça prendra encore un Ouais, peu de temps d'obtenir un référendum d'initiative citoyenne. En Italie, il y en ouais. a, en Californie aussi, et ailleurs peut-être. Comment ça se passe là-bas? Non, en Italie, typiquement, avec le référendum d'initiative citoyenne qui est très limité en Italie, parce qu'il peut que abroger des lois donc, et pas des lois constitutionnelles. Donc, du coup, on peut pas changer le système électoral avec ça. Et en Californie, par contre, oui, ils l'ont déjà fait. Eh bien, il y a aussi la Suisse, donc qui est connue pour ses votations, Bon. qu'on peut expliquer comment ça fonctionne, la fédération suisse et leur système démocratique de votation. Donc, ben, c'est un système comme la Suisse, c'est le système qui marche. Il y en a d'autres, mais la Suisse, c'est à tous les niveaux et de façon extrêmement forte, le plus avancé, si on veut, en termes démocratiques, parce que il utilise ce qu'on appelle ici, mais qu'eux ils appellent différemment, le référendum d'initiative citoyenne constituant à tous les niveaux. Donc déjà, c'est un pays fédéral où il y a des cantons, il y a 27 cantons, et dans la constitution suisse, il est marqué que la souveraineté revient aux cantons. C'est très fort, ça c'est une grosse différence. Les cantons, c'est le lieu par défaut où les décisions se prennent, c'est pas le niveau fédéral. D'autre part, toutes les décisions, que ce soit au niveau municipal, cantonal ou fédéral, se prennent par initiative et référendum, comme on vient de parler. Ça s'appelle là-bas l'initiative populaire. C'est-à-dire que au niveau fédéral, donc national, si vous voulez, 2% de l'électorat peuvent déclencher un référendum avec des signatures sur une loi écrite et soutenue par justement 100 000 électeurs. Euh, ils votent et le résultat du vote s'inscrit directement dans la Constitution. C'est-à-dire même si c'est un vote sur, je sais pas, les retraites, comme ils ont fait récemment, eh ben le résultat du vote est constitutionnel, a une valeur constitutionnelle. Ça veut dire qu'il ne peut pas être changé par n'importe quelle instance, qu'il soit nationale ou supranationale, par Parlement par exemple. Et c'est la loi suprême, celle qui est décidée par les gens. Donc ça c'est le fonctionnement de la Suisse. Évidemment, les Suisses sont très satisfaits et très fiers de voir ça, mais qui a été quand même inventé par des Français. Ça, c'est quand même important à noter. Il n'a pas été mis en place en France, il a été mis en place en Suisse. D'ailleurs, il est en place depuis 1891, donc ça fait très longtemps qu'ils connaissent ça. Et d'ailleurs, il y a eu des initiatives au début du siècle qui ont changé de mode de scrutin, ils ont mis un mode de scrutin proportionnel. Et il y a eu aussi des règles qui ont été votées. Par exemple, en Suisse, il n'y a pas de chef de l'exécutif pendant longtemps puisque c'est tournant. C'est une coalition. Le gouvernement, c'est des représentants de tous les partis les plus votés et le Premier ministre tourne tous les ans. Donc c'est pour ça que les Suisses connaissent pas le nom de la personne qui les gouverne parce que il a peu de pouvoir et il tourne très vite. Et parce que là, dans beaucoup de cas, c'est eux-mêmes qui aussi les contrôlent et qui gouvernent directement. Donc voilà, ça c'est, on peut dire d'autres aspects, mais c'est le cœur un peu du système suisse. Donc ce type de système qui permet aux électeurs donc de prendre des décisions par une loi écrite par n'importe qui, mais qui obtient suffisamment de signatures
et qui ensuite est votée et si elle passe, elle devient constitutionnelle. Ce mécanisme-là existe aussi dans d'autres pays comme l'Uruguay, Taïwan ou la Californie que vous citiez tout à l'heure. Eh bien, merci Raoul Magny-Berton. Donc pour résumer, le RIC, le référendum d'initiative locale, c'est quand même un très bon outil, en vrai, pour la démocratie. Par contre, les élus, on le voit avec les initiatives dont on a parlé en début d'enregistrement, les élus sont un peu frileux de ce que peut apporter l'opposition. Et on voit aussi que l'opposition sort de son rôle d'opposition à contester tout le temps et essaye d'être un peu plus constructif et réaliste dans les pétitions pour qu'elles soient vraiment votées, pétitions référendum. Et donc, bon, il faudrait inciter beaucoup plus de communes qui agissent et qui fassent ce référendum pour que ça change de statut, d'échelle, et que petit à petit, on l'ait au niveau plus grand qu'une commune, quoi, au niveau national. Bon. Un bon courage. Ouais, je vois que c'est très bien que vous avez une radio qui promeut ça. Il faut savoir aussi que euh, aujourd'hui, quand vous êtes, c'est important la démocratie dans la commune, mais quand vous êtes maire et vous êtes élu même dans une petite commune, vous avez un pouvoir. Autant vous avez peu de pouvoir chez vous. D'ailleurs, c'est assez frustrant d'être maire, ça on en a parlé. Mais vous avez un pouvoir extrêmement important sur le pays. Pourquoi? Parce que deux des trois principales instances politiques du pays, à savoir le Sénat et la présidence de la République, il y a un très gros filtrage des maires et des élus locaux qui sont grands électeurs dans le cadre du Sénat et qui sont parrains dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc là encore, je pense qu'une démocratie et une candidature démocrate au niveau des municipales, c'est important qu'elle soit globale, qu'elle soit pour la démocratie dans la commune, mais aussi pour contribuer à la démocratie dans le pays. Sans les maires, cela ne sera pas possible. Donc tout repose quand même aussi sur le maire et son implication, donc qu'il soit vraiment démocrate jusqu'au bout. Et donc c'est ce que le Voilà. RIC local le permet. On le retrouve sur le site irtd.fr, RIC-local. C'est un fichier PDF à lire et puis donc à partager aussi. Merci Raoul Magny-Berton. Merci à vous.